Lorsque j'ai entendu ma belle-fille dire « Il ne fait rien pour nous aider », j'ai compris qu'à leurs yeux, je n'existais plus, même en payant le toit sous lequel ils dormaient. Je m'appelle Jean Moreau, j'ai 67 ans et j'habite Lyon, dans un vieil appartement près de la Saône. Ce matin gris d'hiver, en faisant la vaisselle de mes mains fatiguées, j'ai découvert que j'étais devenu invisible dans ma propre famille. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que cette invisibilité allait leur coûter bien plus cher qu'ils ne l'imaginaient. Depuis ma retraite de la SNCF, après 42 ans de service, ma vie était devenue trop silencieuse. J'ai travaillé comme contrôleur de circulation ferroviaire, veillant à ce que des milliers de personnes arrivent en sécurité à destination chaque jour. C'était un métier de responsabilité, de précision, de maîtrise. J'ai appris à observer, à calculer, à agir au bon moment. Ces compétences, comme ils allaient le découvrir plus tard, ne m'ont jamais quitté. Ma femme Geneviève est décédée il y a 3 ans d'un cancer du pancréas. 6 mois à regarder la femme de ma vie s'éteindre dans son lit à l'hôpital Lyon-Sud, à tenir sa main pendant qu'elle me faisait promettre de ne pas rester seule. J'ai promis. C'est la seule promesse que je regrette d'avoir tenue. Car j'ai découvert ensuite que la solitude vaut mieux que l'humiliation déguisée en compagnie. Quand Geneviève nous a quittés, Lucas est apparu aux obsèques avec Camille, sa femme depuis 4 ans. Il a pleuré dans mes bras, m'a serré fort et m'a dit que je ne devrais pas rester seul dans cet appartement plein de souvenirs. Il a dit que ce serait temporaire, juste le temps que je me remette du deuil. Naïf que j'étais, j'ai cru que cette inquiétude était de l'amour filial. Je n'ai pas compris que c'était simplement le premier mouvement d'un jeu dont j'ignorais même l'existence. Leur appartement se trouvait à la Croix-Rousse, ce quartier bohème de Lyon, dans un immeuble du 19e siècle avec des escaliers étroits et sans ascenseur. 3 étages, au-dessus d'une boulangerie qui embaumait le couloir d'odeur de croissant chaque matin. Lucas travaillait comme graphiste freelance, Camille comme professeur d'anglais dans une école privée. Ensemble, ils gagnaient plutôt bien pour un couple sans enfants, mais pas assez apparemment pour se passer de l'aide d'un père veuf. Ils m'ont donné la plus petite chambre, celle qu'ils utilisaient comme bureau. À peine la place pour un lit simple et une petite armoire. La fenêtre donnait sur une cour intérieure sombre, où le soleil ne pénétrait jamais. Mais j'ai remercié. J'ai dit que c'était parfait, que je ne voulais pas déranger. Ce fut ma 2e promesse que j'aurais dû briser, celle de ne pas déranger. Au début, tout semblait harmonieux. J'aidais aux tâches ménagères, faisais les courses au marché de Saint-Antoine, cuisinais les recettes que Geneviève m'avait apprises. Lucas souriait et disait qu'il était heureux de m'avoir près de lui. Camille était polie, quoique distante. Mais il y avait quelque chose dans son regard, une froideur que je faisais semblant de ne pas remarquer. Comme si ma présence était tolérée, non désirée. C'est un dimanche, 2 mois après mon emménagement, que j'ai remarqué le premier signe. Lucas était sur l'ordinateur, travaillant sur un projet. Camille préparait du thé dans la cuisine. Je suis entré pour demander s'ils avaient besoin de quelque chose du marché, et je l'ai entendu chuchoter au téléphone. « Je ne sais pas combien de temps encore, maman. Il avait promis que ce serait temporaire. » Le ton était impatient, accablé. J'ai senti mon cœur se serrer, mais j'ai fait semblant de ne rien avoir entendu. Je suis sorti silencieusement, comme un fantôme dans ma propre maison. Les semaines suivantes ont apporté d'autres signes, tous petits, tous douloureux. Camille a commencé à fermer à clé la porte de leur chambre, même en journée. Lucas a cessé de m'inviter à regarder le foot avec lui le samedi. Les dîners sont devenus expéditifs, les conversations superficielles. J'étais devenu partie du mobilier, quelque chose qui existe, mais que personne ne voit vraiment. Et puis j'ai découvert le premier secret. En rangeant du linge propre, j'ai trouvé dans l'armoire qu'il m'avait donné une enveloppe ouverte adressée à Lucas. C'était de la banque, un avis de relance pour retard de loyer, daté de 3 mois avant mon emménagement. Ils étaient déjà en difficulté financière quand ils m'ont invité à vivre avec eux. Mon cœur s'est emballé. Je me suis assis sur le lit étroit, tenant le papier de mes mains tremblantes. Ce n'était pas de l'amour filial, c'était une nécessité financière déguisée en préoccupation. Mais j'ai quand même essayé de justifier.
C'était peut-être une période difficile passagère. Peut-être avait-il honte de demander de l'aide directement. Peut-être devrais-je proposer de contribuer, faire comme si c'était mon idée. C'est ainsi que j'ai commencé à payer leur loyer. La semaine suivante, pendant le dîner, j'ai mentionné négligemment que ma retraite de la SNCF était confortable, que je n'avais pas beaucoup de dépenses, que j'aimerais contribuer aux charges de la maison. Lucas a regardé Camille. Elle a acquiescé presque imperceptiblement. Il a accepté avec un sourire qui n'a pas atteint ses yeux. Le montant était de 1450 € par mois. Ce n'était pas négligeable, mais ma retraite était de 2800 €. Je pourrais vivre avec le reste, pensais-je. C'était ma contribution, ma façon de ne pas être un poids, de gagner ma place dans cette maison, comme je me trompais. Car ce que je n'ai pas compris à ce moment-là, c'est qu'en proposant de l'argent, j'étais devenu non pas un membre de la famille, mais un locataire invisible. Pire encore, un investissement qu'il voulait rentabiliser avec le minimum de retour affectif. Les mois se sont transformés en années. Le premier paiement a mené au 2e, au 10e, au 20e. Chaque fois que je virais l'argent, j'espérais un remerciement, une reconnaissance. Je ne recevais que du silence. Le loyer est devenu attendu, obligatoire, invisible, comme moi. Camille a commencé à faire des remarques subtiles. Quand je laissais une tasse dans l'évier, « Jean, en France, on apprend à nettoyer ce qu'on salit. » Quand je regardais la télévision dans le salon, « Vous n'avez rien à faire dans votre chambre ?» Quand je toussais la nuit, « Vous devriez peut-être consulter un médecin, ce bruit est gênant. » Lucas ne la contredisait jamais. Il détournait simplement le regard, gêné mais silencieux. Le silence d'un fils qui a choisi sa femme plutôt que son père. Et je comprenais d'une certaine façon. En France, on dit que l'homme quitte père et mère pour s'unir à sa femme. Mais cela signifie-t-il abandonner toute dignité, tout respect pour ceux qui vous ont élevé? C'est lors d'un dîner de Noël, il y a exactement 2 ans, que la situation est devenue intenable pour la première fois. J'avais préparé un bœuf bourguignon, la recette spéciale de Geneviève, cuisinant toute la journée pour que la viande soit parfaite. J'avais mis la table avec une belle nappe que j'avais apportée de chez moi, allumé des bougies, essayé de créer un moment familial. Camille est rentrée de chez sa mère, a regardé la table et a dit « Jean, vous n'auriez pas dû vous donner cette peine. Nous avons déjà mangé chez ma famille. » Lucas a confirmé « Oui papa, on est calés. » Ils ne se sont même pas assis. Ils sont allés directement dans leur chambre. Je suis resté seul à cette table, avec le bœuf bourguignon qui refroidissait, les bougies qui se consumaient, et le poids d'une vérité que je ne voulais pas accepter. Je n'étais pas de la famille. J'étais un étranger qui payait pour exister dans un coin sombre d'un appartement qui ne serait jamais mon foyer. Mais je continuais quand même à payer, à nettoyer, à faire semblant que tout allait bien. Que pouvais-je faire d'autre? Retourner dans mon appartement vide à Villeurbanne, rempli de souvenirs de Geneviève, admettre que mon fils unique ne voulait pas de moi? À 65 ans, l'orgueil fait encore mal, mais la solitude fait plus mal. Du moins, c'est ce que je pensais. C'est un mardi ordinaire de février que tout a changé. Un jour gris typique de Lyon, avec cette bruine fine qui pénètre jusqu'aux os. J'avais passé la matinée au centre commercial de la Part-Dieu, marchant simplement entre les boutiques, essayant de remplir les heures vides. Je suis rentré vers midi. Lucas travaillait dans la chambre, Camille n'avait cours que l'après-midi. J'ai proposé de préparer le déjeuner pour tout le monde, mais elle a décliné d'un geste de la main, sans même me regarder. Alors je suis allé dans la cuisine, j'ai préparé une soupe simple pour moi, mangé seul à la petite table de 2 places dans le coin. Après le déjeuner, j'ai décidé de faire la vaisselle. Il y avait les assiettes de leur petit déjeuner, les casseroles de la veille, des verres éparpillés. J'ai commencé à laver, un par un, avec soin. Mes mains arthritiques n'ont plus la fermeté d'autrefois, alors chaque assiette demande attention et patience. J'étais en train de rincer un saladier quand j'ai entendu la porte de la chambre s'ouvrir. Camille est sortie, est allée dans le salon où Lucas était sur l'ordinateur.
Ils ont dû penser que je n'entendrais pas à cause de l'eau qui coulait. Et puis elle a dit, avec ce ton d'irritation contenue que je connaissais si bien, « Il ne fait rien pour nous aider, Lucas. Il ne fait qu'occuper de l'espace. » J'ai fermé le robinet. Le silence qui a suivi était assourdissant. Lucas n'a pas répondu. Il n'a pas défendu. Il n'a pas dit « Ne parle pas comme ça de mon père ». Il est simplement resté silencieux. Et c'est dans ce silence que quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la peine, c'était de la clarté. Une clarté froide et cristalline, comme l'eau qui s'écoulait de mes mains. Je ne faisais rien pour aider. Moi qui payais 1450 € de leur loyer depuis près de 5 ans. Moi qui avais viré, j'ai calculé rapidement, plus de 87 000 € pour qu'ils aient un toit. Moi qui nettoyais, cuisinais, me faisais invisible pour ne pas déranger. Je ne faisais rien pour aider. J'ai essuyé lentement mes mains sur le tablier de Geneviève que j'avais apporté comme souvenir. J'ai marché d'un pas mesuré jusqu'à ma chambre, fermé la porte avec précaution pour ne pas faire de bruit. Je me suis assis sur le lit étroit, regardé la cour sombre par la fenêtre, et j'ai commencé à planifier. Car une chose que 42 ans à la SNCF m'ont apprise, c'est que l'émotion ne contrôle pas les trains. La précision contrôle, le timing contrôle. Savoir exactement quand appuyer sur quel bouton, quand détourner quelle ligne, quand arrêter quel mouvement. Et je savais exactement sur quel bouton appuyer. J'ai ouvert le tiroir de la table de chevet. Il y avait le chéquier que j'utilisais pour payer le loyer. J'avais toujours tenu à payer par chèque, pas par virement. J'aimais la formalité, la trace physique. Je réalisais maintenant qu'il y avait une autre raison, le contrôle. J'ai pris mon téléphone portable, un modèle simple que Lucas m'avait offert à Noël dernier, probablement avec mon propre argent, ai-je pensé amèrement. J'ai appelé ma banque, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. La conseillère, une jeune femme nommée Sophie, qui avait toujours été aimable avec moi, a répondu « Monsieur Moreau, bonjour. Comment puis-je vous aider ?» Ma voix est sortie calme, contrôlée. « Sophie, je dois faire opposition à un chèque. »« Bien sûr, monsieur. Quel numéro ?» J'ai donné le numéro du dernier chèque que j'avais rempli mais pas encore remis. C'était celui de mars que je devais leur donner la semaine suivante. « Pouvez-vous faire l'opposition immédiatement, s'il vous plaît ?»« Un problème, monsieur Moreau. Perte, vol. » J'ai hésité. Puis j'ai dit simplement « changement de circonstances ». « Je comprends. C'est fait. Autre chose ?» J'ai respiré profondément. « Oui. Je veux également annuler l'autorisation permanente d'émission de chèques pour cette même personne. Tous les paiements futurs doivent être automatiquement bloqués. » Il y a eu une pause. « Vous êtes sûr, monsieur ? Je vois ici que ce sont des paiements réguliers depuis 5 ans ? » J'en suis absolument certain, Sophie. 5 ans, c'est bien assez. Après avoir confirmé les détails de sécurité, j'ai raccroché. J'ai rangé le téléphone. Je suis resté assis dans la pénombre de la chambre, écoutant les bruits de la maison, Camille sortant pour donner ses cours, Lucas tapant sur son ordinateur, leur vie continuant sans savoir que le sol sous leurs pieds venait de disparaître. Je n'ai ressenti aucune satisfaction, pas de sentiment de vengeance, seulement un soulagement. Comme si un poids que je portais depuis des années venait enfin d'être retiré de mes épaules. Durant les jours suivants, j'ai agi comme d'habitude. Je me levais tôt, préparais le café, nettoyais mon espace, sortais me promener. Je saluais Lucas et Camille poliment. Je n'avais rien changé dans mon comportement extérieur, mais intérieurement, quelque chose de fondamental s'était transformé. Je n'étais plus le père désespéré d'approbation. J'étais un homme qui prenait des décisions sur sa propre vie. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel de Sophie de la banque. « Monsieur Moreau, le propriétaire de l'immeuble rue des Chartreux, a tenté d'encaisser le chèque. Il a été rejeté pour opposition, comme vous l'avez demandé. Est-il au courant ? » « Il le sera bientôt, » ai-je répondu. Ça n'a pas tardé. Cet après-midi-là, le propriétaire, Monsieur Dubois, un homme d'une 50aine d'années que je connaissais de vue, a sonné. Camille a ouvert. J'ai entendu la conversation depuis la porte de ma chambre. « Madame Leroux, le chèque du loyer de ce mois a été rejeté. Y a-t-il un problème ?»
Camille, confuse. Impossible, monsieur Dubois. Mon beau-père paie toujours ponctuellement. Eh bien, la banque m'a informé d'une opposition au chèque. J'ai besoin du paiement d'ici vendredi où je devrais prendre des mesures légales. J'ai entendu la porte se fermer. Des pas précipités. La porte de la chambre de Lucas qui s'ouvrait. Des voix étouffées, tendues. Puis on a frappé à ma porte. Lucas est entré sans attendre de réponse, le visage pâle. « Papa, tu as oublié de payer le loyer ?» Je l'ai regardé. Mon fils, le petit garçon que j'ai tenu dans mes bras quand il est né à l'hôpital, Édouard Herriot. Le gamin à qui j'ai appris à faire du vélo au parc de la Tête d'Or. Le jeune homme qui a pleuré sur mon épaule quand il n'a pas eu son bac du premier coup. L'homme qui me regardait maintenant non pas comme un père, mais comme un locataire défaillant. Je n'ai pas oublié, ai-je répondu calmement. Alors, que s'est-il passé? Le propriétaire a dit qu'il y avait eu opposition. Il y en a eu une, en effet. C'est moi qui l'ai faite. Lucas a cligné des yeux confus. Pourquoi? C'était une erreur de la banque? Ce n'était pas une erreur. C'était ma décision. Camille est apparue derrière lui, les bras croisés. Qu'est-ce que ça signifie, Jean? Je me suis levé du lit. J'ai marché vers eux avec la dignité que j'ai apprise de ma mère, une femme qui a survécu à l'occupation la tête haute. Ça signifie que je ne vais plus payer votre loyer. Mais vous ne pouvez pas faire ça. Camille a explosé. Nous avons un accord. Quel accord? Ai-je demandé calmement. Nous n'avons jamais rien signé. Vous n'avez jamais rien demandé formellement. J'ai proposé de contribuer quand j'ai emménagé ici, pensant que c'était temporaire. 5 ans plus tard, je suis toujours dans la chambre d'amis, toujours traité comme un intrus dans la maison que je paie. Lucas a ouvert la bouche, l'a refermée. Il a essayé de parler. « Papa, si c'est à cause de cette discussion... » Ce n'est pas à cause d'une discussion, Lucas. C'est à cause de 5 ans de discussions qui n'ont jamais eu lieu. 5 ans de petits manques de respect que j'ai avalés parce que j'avais peur de la solitude. 5 ans à payer pour être toléré dans la vie de mon propre fils. Camille a fait un pas en avant, le visage rouge. « Vous êtes injuste. Nous vous avons accueilli quand vous étiez seul. » Accueilli? J'ai répété le mot comme s'il était venimeux. Vous m'avez donné la plus petite chambre de la maison. Vous me traitez comme une gêne. Vous ne m'incluez jamais dans les décisions. Vous me faites sentir que je dérange à chaque respiration. Ce n'est pas de l'accueil, Camille. C'est de la tolérance achetée. Nous n'avons jamais demandé votre argent, a-t-elle crié. Vous ne l'avez pas demandé avec des mots. Vous l'avez demandé avec des attitudes, avec des regards, avec des silences, avec la façon dont vous me faites sentir que chaque euro que je dépense pour vous est le prix à payer pour ne pas être complètement mis au rebut. Lucas a finalement retrouvé sa voix, mais elle était faible. « Papa, ce n'est pas vrai. »« Ah non ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Alors, pourquoi ne me défends-tu jamais quand elle dit du mal de moi ? Pourquoi ne m'invites-tu plus jamais à rien? Pourquoi me traites-tu comme un hôte indésirable dans la maison que je paie depuis 5 ans ?» Silence. « Combien ?» Camille a demandé abruptement. « Comment ? Combien avez-vous payé au total, puisque vous faites les comptes ?» La froideur dans sa voix m'a coupé le souffle un instant. Mais j'ai répondu « 87 000 €, 1 450 par mois pendant 60 mois. Je peux vous montrer les relevés si vous voulez. » Elle a pâli. Lucas s'est appuyé contre le chambranle. « Et je ne demande pas à être remboursé, » ai-je continué. « Considérez ça comme un cadeau. Un cadeau très cher pour une leçon très précieuse. J'ai appris que parfois, la pire solitude n'est pas d'être seul, c'est d'être entouré de gens qui vous rendent invisible. » « Alors qu'est-ce que vous allez faire ?» Lucas a demandé, la voix tremblante. « Je vais partir, je vais louer mon propre logement, je vais vivre le reste de ma vie avec dignité, même si c'est seul. »« Vous ne pouvez pas simplement nous laisser tomber comme ça ?» Camille a protesté. « Nous avons des charges, des responsabilités. » Je l'ai regardé avec un calme qui m'a surpris moi-même. Et moi j'avais un fils.
une responsabilité que j'ai prise au sérieux pendant 67 ans. Mais la responsabilité, Camille, ça marche dans les deux sens. Vous l'avez oublié. Je suis retourné dans la chambre et j'ai fermé la porte. Ce soir-là, il n'y a pas eu de dîner en famille. J'ai entendu Camille et Lucas se disputer dans leur chambre, des voix étouffées mais tendues. Je l'ai entendu pleurer, non pas de tristesse mais de frustration. Je l'ai entendu essayer de la calmer, promettant qu'il trouverait une solution. Mais je ne faisais plus partie de leur solution, ni de leurs problèmes. Le lendemain matin, je suis sorti tôt. J'ai passé la journée dans les agences immobilières de Villeurbanne, cherchant de petits appartements dans mon budget. J'ai trouvé un studio de 28 mètres carrés rue Racine, près de la station de métro Gratte-Ciel. Il n'était pas beau. L'immeuble datait des années 1960, gris et sans charme. Mais la fenêtre donnait sur une petite place avec des arbres. Et il coûtait 650 € par mois. J'ai signé le bail sur le champ. J'ai versé le dépôt de garantie de 2 mois qu'on me demandait. J'ai arrangé le déménagement pour dans 2 semaines. Quand je suis rentré à la Croix-Rousse cet après-midi-là, j'ai trouvé Lucas seul dans le salon. Camille était sortie. Il m'a regardé avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Colère, peine, honte. « Papa, on peut parler ?» Je me suis assis sur la chaise en face de lui. « Bien sûr. À propos du loyer, nous avons vraiment besoin de cet argent. Camille pense faire un master. J'ai un gros projet qui peut prendre du temps à rapporter. On ne peut pas assumer seul maintenant. » Je comprends, ai-je dit simplement. Alors, tu pourrais reconsidérer, au moins jusqu'à ce qu'on s'organise? J'ai regardé mon fils. J'ai vu l'homme de 35 ans qu'il était, mais j'ai aussi vu le petit garçon de 8 ans qui a pleuré quand son chien est mort et que j'ai tenu toute la nuit. J'ai vu l'adolescent de 16 ans qui m'a demandé conseil pour sa première copine. J'ai vu toutes les versions de lui que j'ai aimées inconditionnellement. Et puis j'ai dit « Non, papa. » Lucas, pendant 5 ans, chaque fois que je virais cet argent, j'espérais. J'espérais que tu remarquerais, que tu remercierais, que tu me traiterais comme un père, pas comme une source de revenus, mais ça n'est jamais arrivé. Et la semaine dernière, quand j'ai entendu Camille dire que je ne fais rien pour aider, j'ai compris que ça n'arrivera jamais. Elle ne voulait pas dire « si ». Elle le voulait, et le pire n'était pas qu'elle le dise, c'est que tu n'aies pas réagi. C'était ton silence, Lucas. C'était ton choix de ne pas me défendre. Ce silence m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur ma place dans ta vie. Il a baissé les yeux. Il n'a pas nié. J'ai trouvé un appartement, ai-je continué, à Villeurbanne. Petit, mais il est à moi. Je déménage dans 2 semaines. Tu n'es pas obligé de faire ça? Si, je le suis, pour moi. Parce que j'ai passé 3 ans depuis la mort de ta mère à essayer de ne pas rester seul, et j'ai fini par découvrir qu'il y a des choses pires que la solitude. Il y a l'humiliation. Il y a être toléré au lieu d'être aimé. Il y a payé cher pour des miettes d'affection. Lucas est resté silencieux un long moment. Puis, presque dans un murmure, « Je suis désolé, papa. » Moi aussi, ai-je répondu honnêtement. Je suis désolé qu'on en soit arrivé là. Je suis désolé qu'il ait fallu un chèque sans provision pour avoir cette conversation. Je suis désolé que l'argent soit devenu plus important que le respect. Je me suis levé pour retourner dans ma chambre, mais je me suis arrêté à la porte. Lucas, une dernière chose, ce master de Camille, ton projet, vous trouverez un moyen de les réaliser, parce que vous êtes jeune, capable, intelligent. Mais moi, j'ai 67 ans, je n'ai plus beaucoup d'années devant moi, et je ne vais pas passer le temps qu'il me reste à avoir l'impression de devoir payer pour exister dans la vie de mon fils unique. Les 2 semaines suivantes ont été étranges. Camille me parlait à peine, ce qui, ironiquement, rendait l'atmosphère moins tendue. Lucas a essayé plusieurs fois d'engager la conversation, mais jamais sur le sujet important. Il parlait de la météo, des actualités, de banalités, comme si nous pouvions faire semblant d'être normaux. J'ai commencé à faire mes cartons lentement. Je n'avais pas grand-chose, des vêtements, des livres, quelques photos.
La majeure partie de ma vie était encore dans l'appartement de Villeurbanne que j'avais quitté en venant ici. Des meubles, des ustensiles, des souvenirs. Tout rangé en attente. J'ai trouvé une photo de Lucas à 6 ans, souriant sans ses dents de devant, tenant une glace au parc de la Tête d'Or. Geneviève est à côté de lui, riant. J'avais pris cette photo un dimanche d'été, si heureux que ma famille existe. J'ai tenu la photo longtemps, sentant le poids de tout ce qui avait été et ne serait plus jamais. Mais je n'ai pas pleuré. Pleurer aurait été admettre que j'avais perdu quelque chose. Et peut-être, ai-je réalisé, que je n'avais jamais vraiment eu ce que je pensais avoir. Le jour du déménagement, j'ai engagé une petite entreprise. 2 jeunes hommes sont arrivés avec un utilitaire à 9 heures un samedi. Lucas a proposé d'aider, mais j'ai refusé poliment. Je préférais que des étrangers portent mes cartons plutôt que de rendre ce moment plus douloureux qu'il ne l'était déjà. Il n'a fallu que 2 heures pour vider 5 ans de vie. 2 heures pour effacer ma présence de cet appartement comme si je n'y avais jamais été. Quand le dernier carton a été chargé, je suis resté à la porte de la chambre que j'avais occupée. J'ai regardé l'espace vide, la marque plus claire sur le papier peint où mon lit avait été, la fenêtre qui donnait sur la cour sombre. Camille est apparue à la porte du salon, les bras croisés. Elle n'a rien dit. Elle m'a juste regardé avec une expression qui aurait pu être du soulagement. Lucas était dans la cuisine, évitant le moment. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée avec ma dernière valise. Lucas est finalement sorti, les mains dans les poches. « Papa ? Oui ? Tu vas aller bien ?» Je l'ai regardé. Oui, pour la première fois depuis longtemps, je crois que oui. On peut se voir, déjeuner ensemble parfois ? On peut, ai-je répondu. Mais nous savions tous les deux que c'était un mensonge poli, que ces déjeuners n'auraient jamais lieu, que la distance physique que je créais ne faisait que matérialiser la distance émotionnelle qui existait déjà. J'ai tendu la main. Il a hésité, puis l'a serrée. Sa poignée était faible, incertaine. « Prends soin de toi, Lucas. Toi aussi, papa. » Je suis parti sans me retourner. L'appartement de Villeurbanne était exactement comme je me le rappelais. Petit, simple, sans charme particulier. Les meubles que j'ai choisis étaient bon marché, pratiques. Un lit, une table, 2 chaises, une étagère. L'essentiel. J'ai passé le premier jour à m'organiser, suspendre les vêtements, ranger les livres, mettre des photos à certains endroits. La photo de Geneviève, étalée sur la table de chevet. Celle de Lucas, à 6 ans, je l'ai rangée dans un tiroir. Je n'étais pas encore prêt à la regarder tous les jours. La première nuit a été étrange, trop silencieuse. Il n'y avait pas de bruit d'autres personnes, de conversations étouffées, de pas. Juste moi et le bruit occasionnel de la rue. Je me suis allongé sur le lit neuf qui sentait encore le plastique et j'ai regardé le plafond. Je m'attendais à ressentir du regret. Je m'attendais à ressentir une solitude écrasante. Je m'attendais à remettre ma décision en question. Mais ce que j'ai ressenti, c'était la paix. Une paix profonde et inattendue. Parce que pour la première fois en 5 ans, j'étais dans un endroit où je n'avais pas besoin de m'excuser d'exister, où je n'avais pas besoin de rester silencieux pour ne pas déranger, où je n'avais pas besoin de calculer chaque mouvement pour ne pas déplaire. C'était à moi. C'était petit, c'était humble, mais c'était à moi. J'ai mieux dormi cette nuit-là que je n'avais dormi depuis des mois. Les premiers jours ont été une période d'adaptation. J'ai appris la routine du quartier. La boulangerie au coin où Monsieur Petit, le propriétaire, me saluait par mon nom. Le petit Carrefour Express où je faisais mes courses. La petite place où je m'asseyais pour lire le matin. J'ai découvert que Villeurbanne, bien que considéré comme moins charmant que Lyon, avait sa propre vie. Il y avait des jeunes familles, des immigrés de diverses parties du monde, des étudiants. Il y avait du mouvement, de la diversité, une réalité crue que la Croix-Rousse bohème essayait de cacher. Et j'aimais ça. J'aimais ne pas avoir à feindre la sophistication. Pouvoir être simplement Jean, le retraité de la SNCF, sans attente ni jugement. 2 semaines après mon déménagement, Lucas m'a envoyé un message. « Papa, comment vas-tu ? Tout va bien dans le nouvel appartement ?» J'ai répondu
Tout va très bien. Et vous? On s'adapte. On a réussi à négocier avec le propriétaire. Il a accepté de recevoir en 2 fois ce mois-ci. Tant mieux. Papa, tu veux déjeuner dimanche? On pourrait se retrouver quelque part? J'ai regardé le message longtemps. Une partie de moi voulait dire oui, voulait croire qu'on pourrait reconstruire quelque chose, que ce déjeuner serait différent, que Lucas me verrait enfin. Mais la partie la plus sage, la partie qui avait appris dans la douleur, connaissait la vérité. Savait que ce déjeuner serait gêné, qu'on parlerait de banalité, qu'il me demanderait comment j'allais, je lui demanderais comment allait son travail, et sous la surface polie, le gouffre resterait. J'ai répondu « Merci de l'invitation, mais j'ai déjà quelque chose de prévu, peut-être une autre fois. » Il n'a pas insisté. Les semaines se sont transformées en mois. Le printemps est arrivé à Lyon avec ses fleurs et ses jours plus longs. J'ai établi une routine simple mais satisfaisante. Je me levais tôt, me promenais au parc de la Tête d'Or, rentrais prendre mon café, lisais, préparais le déjeuner, passais l'après-midi à diverses activités. J'ai commencé à fréquenter un club d'échecs pour seniors au centre communautaire de Villeurbanne. J'y ai rencontré Maurice, un ancien professeur de mathématiques de 72 ans, veuf comme moi. Nous jouions aux échecs 2 fois par semaine et parlions de tout et de rien. Il ne m'a jamais interrogé sur ma famille, et j'appréciais cette discrétion toute française. Je me suis aussi inscrit à un cours d'histoire de l'art à l'université ouverte du 3e âge. J'avais toujours aimé l'art, mais je n'avais jamais eu le temps de l'étudier sérieusement. Maintenant, j'en avais. Les cours avaient lieu le jeudi matin, et après, certains d'entre nous allions prendre un café et discuter de ce que nous avions appris. Ma vie était devenue plus petite en portée, mais plus grande en signification. Chaque petite activité était mon choix, pas une obligation. Chaque personne que je rencontrais me voyait comme un individu complet, pas comme une gêne ou une source de revenus. Lucas m'envoyait des messages occasionnels, anniversaires, jours fériés, des réponses courtes et polies, la communication minimale nécessaire pour maintenir l'illusion d'une relation sans le poids réel d'une vraie. Camille ne m'a jamais contacté. Je ne m'y attendais pas. C'était un jour de juin, 3 mois après mon déménagement, quand j'ai reçu un appel inattendu, numéro inconnu. « Allô? Monsieur Moreau? Ici, monsieur Dubois, le propriétaire de l'appartement rue des Chartreux. » Mon cœur s'est emballé. « Oui? Excusez-moi de vous déranger, mais je dois vous parler du couple Leroux. Ils ne sont plus de ma responsabilité, monsieur. Je sais, mais ils ont 3 mois de retard sur le loyer. J'ai essayé de négocier, j'ai accordé des délais, mais rien. Je vais devoir lancer une procédure d'expulsion. Je voulais juste vous en informer au cas où, au cas où vous voudriez le savoir. » J'ai fermé les yeux. J'ai senti un poids dans ma poitrine que je n'attendais pas. « Merci de m'avoir informé, mais il n'y a rien que je puisse faire. »« Je comprends. Désolé de vous avoir dérangé. Bonne chance, monsieur. » J'ai raccroché et je suis resté assis sur la chaise du salon, regardant par la fenêtre. Dehors, des enfants jouaient sur la petite place. La vie normale continuait. Lucas ne m'avait rien dit, n'avait pas demandé d'aide, avait maintenu la façade jusqu'au bout. Une partie de moi voulait appeler, offrir une solution temporaire. La partie qui était encore père, qui s'inquiétait encore, mais la partie la plus forte, la partie qui avait appris à se respecter, savait que je ne devais pas, qu'aider maintenant ne ferait que répéter le cycle, que ce serait enseigné que le manque de respect est récompensé, qu'il pourrait me maltraiter et compter quand même sur mon argent quand il en aurait besoin. Alors je n'ai rien fait, j'ai juste continué ma routine. Je suis allé au club d'échecs, aux cours d'histoire de l'art, aux promenades dans le parc. 2 semaines plus tard, Lucas est apparu sans prévenir. Il a sonné et j'ai à peine reconnu quand j'ai ouvert la porte. Il était plus maigre, avec de profondes cernes, des vêtements froissés. « Papa, je peux entrer ?» J'ai hésité, puis je lui ai fait de la place. Il est entré, a regardé autour du petit appartement mais organisé. Il s'est assis sur la chaise que je lui ai offerte, a refusé le café.
On va être expulsé, a-t-il dit sans détour. Je sais. Le propriétaire m'a appelé. Et tu n'allais rien faire? Je l'ai regardé calmement. Qu'est-ce que tu attendais que je fasse, Lucas? Je ne sais pas. Peut-être aider. On est une famille. Famille, j'ai répété le mot. Tu sais quand j'ai appris ce que ce mot signifiait vraiment? Quand ta mère était mourante, elle me tenait la main, même quand la douleur était insupportable, et elle disait « Merci d'être là », comme s'il y avait un autre endroit où j'aurais pu être, comme si prendre soin d'elle était une faveur, pas de l'amour. Ça, c'est la famille. Une présence inconditionnelle, un respect mutuel, pas de la tolérance achetée. Je sais qu'on a fait des erreurs. Vous n'avez pas fait d'erreur, Lucas, vous avez fait des choix. Vous avez choisi de me traiter comme un locataire au lieu d'un père. Vous avez choisi d'accepter mon argent, mais pas ma compagnie. Vous avez choisi, à plusieurs reprises, pendant 5 ans, de me faire sentir que j'étais un poids au lieu d'une bénédiction. Camille, elle était stressée, elle avait des pressions. Ne rejette pas tout sur elle. Tu es resté silencieux. Chaque fois qu'elle m'a manqué de respect, tu as choisi ton confort, plutôt que ma dignité. Ce silence était ton choix. Il a baissé la tête, les mains tremblantes. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez trouver un appartement plus petit, moins cher. Vous allez réduire vos dépenses. Camille va reporter son master. Tu vas accepter des petits boulots. Vous allez vous débrouiller comme le font les adultes. Et si on n'y arrive pas, vous y arriverez, parce que vous êtes jeune, en bonne santé, capable. Vous avez des décennies devant vous pour reconstruire. Moi, j'ai peut-être 10, 15 ans si j'ai de la chance, et je ne vais pas passer ce temps à sauver ceux qui ont choisi de me couler. Lucas s'est levé, les yeux rouges. Alors, c'est ça? C'est fini? Je ne sais pas, mon fils. Ça dépend de toi. Si tu apprends que les relations ne survivent pas sur l'argent seul, que le respect n'est pas optionnel, qu'un père n'est pas une banque, alors peut-être un jour nous pourrons reconstruire quelque chose de vrai. Mais d'ici là quoi? D'ici là, vous réglez vos problèmes, je vis ma vie, et quand tu seras prêt à me traiter comme un vrai père, pas comme une solution financière, ma porte sera ouverte. Il a hoché la tête lentement, vaincu. Il a marché jusqu'à la porte, s'est arrêté. Je suis vraiment désolé, papa. Moi aussi, Lucas. Mais les regrets ne suffisent pas. Le changement, si. Il est parti. J'ai fermé la porte et j'ai appuyé mon front contre le bois froid, respirant profondément. Je n'ai pas pleuré. Mais j'ai senti le poids de choisir moi-même plutôt que mon fils. C'est un poids qu'aucun père ne devrait porter, mais parfois c'est le seul chemin pour survivre avec dignité. Les mois suivants ont apporté des nouvelles par le réseau de connaissances. Lucas et Camille ont déménagé dans un appartement plus petit à Vaux-en-Velin, une banlieue plus modeste. Il a pris un emploi fixe dans une agence de publicité, abandonnant le freelance instable. Elle a reporté son master indéfiniment. Je n'ai ressenti aucun plaisir à ces informations. Ce n'était pas la vengeance que je cherchais. C'était juste les conséquences. La vie enseignant ce que je n'avais pas réussi à enseigner. Et moi? J'ai continué ma petite vie, mais significative. Je me suis fait des amis au club d'échecs. J'ai terminé le cours d'histoire de l'art et me suis inscrit à un autre sur la littérature française. J'ai commencé à faire du bénévolat dans un centre de lecture pour enfants, lisant des histoires le samedi. J'ai découvert qu'une bonne vie n'a pas besoin d'être grande. Elle doit être authentique. Parfois, en me promenant dans le parc, je voyais des pères avec leurs fils adultes, riant ensemble, visiblement proches. Je ressentais une pointe d'envie, de perte. Je pensais à ce qui aurait pu être différent. Mais alors, je me rappelais la sensation de faire la vaisselle ce jour de février, d'entendre « il ne fait rien pour nous aider » et d'avaler l'humiliation une fois de plus. Et je savais que j'avais fait le bon choix. Parce que la dignité, ai-je découvert, n'est pas négociable. Pas même pour l'amour d'un fils. L'hiver suivant,
presque un an après mon déménagement, Lucas m'a envoyé un message différent. Ce n'était pas un vœu de fête ou une question superficielle. « Papa, je peux venir te voir, il faut que je te parle, vraiment cette fois. » J'ai hésité. Les souvenirs de la dernière visite faisaient encore mal, mais quelque chose dans le ton du message était différent. « Tu peux venir dimanche après-midi. » Il est arrivé à 14 heures, apportant une tarte qu'il avait clairement achetée à la boulangerie Petit au coin de la rue. Nous nous sommes assis à la petite table de la cuisine, buvant le café que j'avais préparé. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Puis Lucas a commencé. « Camille et moi, on s'est séparés. » Ce n'était pas une surprise, mais j'ai quand même ressenti l'impact. Je suis désolé. Ne le sois pas. C'était nécessaire. J'ai réalisé beaucoup de choses ces derniers mois. Sur elle, sur moi, sur nous, et surtout sur la façon dont je t'ai traité. Je suis resté silencieux, le laissant continuer. Quand on a perdu l'appartement, quand on a dû tout recommencer de zéro, j'étais en colère contre toi. Je trouvais injuste que tu aies coupé l'aide comme ça, du jour au lendemain. Mais ensuite, en vivant dans ce petit appartement, en travaillant dans ce boulot que je trouvais en dessous de moi, en devant tout payer avec notre propre argent, j'ai compris. Compris quoi? Que tu ne nous devais rien. Que ces 87 000 € n'étaient pas une obligation pour toi, c'était un cadeau. Et on l'a traité comme un dû. On t'a traité comme un moyen, pas comme une personne, comme un père-banque, pas comme un père-père. Ces mots faisaient écho à ce que je ressentais, mais n'avaient jamais clairement verbalisé. Continue. Camille a toujours eu cette vision que les parents doivent s'occuper de leurs enfants pour toujours. Que c'est leur obligation de tout donner, même quand les enfants sont déjà adultes. Et moi, je l'ai laissé me convaincre de ça. J'ai laissé notre relation se transformer en transaction. Et maintenant j'apprends à vivre vraiment, sans filet de sécurité, sans attendre que quelqu'un règle mes problèmes. Et c'est dur, papa, c'est très dur, mais c'est honnête. J'ai regardé mon fils. J'ai vu la fatigue, mais aussi quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années, de la sincérité. Pourquoi me racontes-tu ça? Parce que je veux m'excuser, vraiment. Pas des excuses du genre « je suis désolé que tu te sois senti comme ça », mais des excuses du genre « j'avais tort, j'ai mal agi, je t'ai blessé et je n'ai aucune justification ». J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Ce n'était pas un pardon immédiat. C'était une possibilité. Et qu'est-ce que tu veux de moi maintenant? Il m'a regardé droit dans les yeux. Rien, je ne veux pas d'argent, je ne veux pas d'aide, je veux juste, peut-être, une chance de connaître mon père à nouveau, pas comme un pourvoyeur, mais comme une personne, si tu es d'accord. Je suis resté silencieux, réfléchissant. Une partie de moi voulait protéger l'équilibre difficile que j'avais construit, la paix que j'avais trouvée seule. La peur d'ouvrir la porte et d'être à nouveau blessé était réelle. Mais une autre partie, la partie qui n'avait jamais cessé d'être père, voulait y croire, voulait une chance de reconstruire quelque chose de vrai avec mon fils. Ça ne sera pas rapide, ai-je dit finalement, et ça ne sera pas comme avant, parce que avant était fondé sur de mauvaises choses. Il faudrait que ce soit quelque chose de nouveau. Je sais. Et je ne paierai plus vos factures. Je ne serai plus la solution à tes problèmes. Si tu es là, ça doit être parce que tu veux ma compagnie, pas mon portefeuille. C'est ce que je veux, seulement ça. J'ai respiré profondément. Alors on peut essayer, lentement, sans attente, juste, essayer de se connaître à nouveau. Il a hoché la tête, les yeux brillants de larmes retenues. Merci, papa. Nous avons pris encore du café. Nous avons parlé de choses simples, mon club d'échecs, son nouveau travail, la tarte qu'il avait apportée. Rien de profond, rien de lourd, juste une conversation de père et fils. Quand il est parti, il faisait déjà sombre dehors, il m'a embrassé. C'était différent des embrassades précédentes. Cela avait un poids réel, une vraie intention. « Je peux revenir la semaine prochaine ?» a-t-il demandé à la porte. « Tu peux. » Et il est revenu. Pas la semaine suivante, mais celle d'après. Et puis encore. Des rencontres courtes, simples, des promenades dans le parc,
Du café à la boulangerie Petit, des parties d'échecs dans mon club, où Maurice l'a reçu avec une curiosité polie. Ce n'était pas une relation parfaite. Il y avait des moments de silence inconfortable, des souvenirs non résolus flottant entre nous. Mais c'était honnête, c'était réel, c'était construit sur le respect mutuel, pas sur l'obligation financière. Il a fallu des mois avant que je sente que nous pouvions parler du passé sans douleur aiguë. C'était un après-midi de printemps, presque 1 an et demi après mon déménagement, assis sur le banc préféré au parc de la Tête d'Or. « Papa, je peux te poser une question ?» « Bien sûr. Quand tu as décidé de couper le loyer, tu savais que ça nous mettrait dans cette situation difficile. » J'ai regardé le lac où les canards nageaient tranquillement. Je savais qu'il y aurait des conséquences. Je ne savais pas exactement lesquelles. Mais oui, je savais que vous auriez des difficultés. Et tu l'as quand même fait. Je l'ai quand même fait. Parce que Lucas, pendant 5 ans, j'ai fait passer ton confort avant ma dignité. Et il est arrivé un moment où j'ai réalisé, si je ne me respecte pas moi-même, personne ne le fera. Si je ne pose pas de limites, je serai utilisé jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de moi. Tu penses qu'on a été cruel intentionnellement ? J'ai réfléchi soigneusement. Non, je pense que vous avez été négligent. Je pense que vous vous êtes habitué à ma présence, à mon argent, et que vous avez cessé de me voir comme une personne. Je suis devenu une fonction, payeur de factures, laveur de vaisselle, occupant de la petite chambre. Pas un père, pas Jean, pas un individu avec des sentiments et des besoins propres. Il est resté silencieux, assimilant. Puis, comment as-tu supporté si longtemps ? La peur, la solitude. Le souvenir de ta mère me faisant promettre de ne pas rester seul. Il m'a fallu du temps pour comprendre que la solitude physique vaut mieux que la solitude émotionnelle dans une maison pleine de monde. J'aurais dû remarquer. J'aurais dû te protéger. Oui, ai-je simplement acquiescé. Tu aurais dû, mais tu n'as pas remarqué et tu n'as pas protégé. Et maintenant, nous devons vivre avec ça et décider de ce que nous faisons à partir de maintenant. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? J'ai regardé mon fils. Je veux que nous continuions comme ça. Des rencontres sans obligation, des conversations honnêtes, du respect mutuel. Je veux que quand tu penses à moi, tu ne penses pas à combien d'argent je peux te donner, mais à qui je suis en tant que personne. Et quand je pense à toi, je ne pense pas à combien tu m'as blessé, mais à qui tu essaies de devenir. Je peux faire ça, a-t-il dit doucement. Je vais faire ça. Et il l'a fait. Lentement, patiemment, nous avons reconstruit quelque chose. Ce n'était pas la relation père-fils que nous avions quand il était enfant. Ce n'était pas basé sur la dépendance ou l'obligation. C'était quelque chose de plus mûr, plus égal, plus réel. J'ai appris à connaître son travail, ses difficultés, ses petites victoires. Il a appris à connaître mes amis, mes cours, ma vie qui existait indépendamment de lui. Nous sommes devenus, peut-être pour la première fois, 2 personnes adultes qui choisissaient de passer du temps ensemble. Aujourd'hui, 2 ans après ce jour de février où j'ai entendu « Il ne fait rien pour nous aider », ma vie est différente de ce que j'avais imaginé. Je vis seul dans un petit appartement à Villeurbanne. J'ai une routine modeste mais satisfaisante. Des amis que je me suis fait dans le 3e âge, des activités qui me donnent un but. Lucas et moi nous voyons toutes les 2 semaines, parfois plus. Nous déjeunons, nous nous promenons, nous parlons. Il n'a plus jamais demandé d'argent. Je n'ai plus jamais offert. Notre relation existe dans un espace séparé des finances. Parfois, les nuits silencieuses, je pense à Geneviève. Je me demande ce qu'elle penserait de tout ça. Si elle approuverait ma décision de poser des limites, ou si elle serait déçue que j'ai laissé notre fils se débrouiller seul. Mais alors, je me souviens, elle m'a fait promettre de ne pas rester seule. Elle ne m'a pas fait promettre d'être un paillasson. Elle ne m'a pas fait promettre d'accepter le manque de respect. Elle voulait que je vive, pas que j'existe simplement à la périphérie de la vie des autres. Et je vis. Ce n'est pas une vie parfaite, ce n'est pas la vie que j'aurais choisie si je pouvais réécrire l'histoire.
mais c'est une vie honnête, avec ma dignité, avec mon respect de moi-même intact. La leçon que j'ai apprise, et que j'espère que Lucas a apprise, est simple mais profonde. La vraie famille ne concerne pas le sang ou l'obligation. Elle concerne le respect mutuel. Elle concerne la valorisation de la personne, pas seulement de ce qu'elle peut faire pour vous. Quand vous traitez quelqu'un comme un moyen pour une fin, finalement cette personne s'en rendra compte. Et quand elle s'en rendra compte, elle peut choisir de s'éloigner. Pas par méchanceté, pas par vengeance, mais par autopréservation. Parce que personne, pas même un père âgé, ne devrait avoir à payer pour exister dans la vie des gens qu'il aime. Aujourd'hui, en marchant dans les rues de Villeurbanne, je ne me sens pas invisible, je me sens vu. Par Maurice, qui se réjouit quand je gagne aux échecs, par Monsieur Petit, qui garde du pain spécial pour moi, par les enfants du centre de lecture, qui demandent « Monsieur Jean, racontez-nous une autre histoire ». Et finalement par Lucas, qui me voit maintenant non pas comme un pourvoyeur, mais comme un père, pas comme une solution, mais comme une personne. Est-ce que ça valait chaque euro que j'ai dépensé? Je ne sais pas, mais ça valait chaque once de dignité que j'ai récupérée. Et si je pouvais revenir à ce matin de février, je referais tout pareil. Je laverais la vaisselle, j'entendrais les mots cruels, je retournerais dans la chambre. Mais cette fois, je ne ravalerai pas mes larmes par peur de rester seul. Parce que j'ai appris qu'il y a des choses pires que la solitude. Et l'une d'elles est de vivre entouré de gens qui vous rendent invisible. Si cette histoire vous a touché, laissez votre like pour que plus de personnes puissent la découvrir. Partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message sur la dignité et le respect. Et abonnez-vous à la chaîne Les Conseils de Papy pour plus de récits authentiques de résilience et de leçons de vie. Dites-nous dans les commentaires, pensez-vous que Jean a eu raison de couper l'aide financière? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire dans votre famille? De quelle ville nous regardez-vous? Souvenez-vous, la vraie famille se construit sur le respect, pas sur l'obligation. La dignité n'a pas de prix, et parfois, la plus grande preuve d'amour-propre est de savoir quand dire plus jamais. Un grand merci et à la prochaine histoire. Parce qu'ici, chaque histoire a une leçon, et chaque leçon mérite d'être racontée.